Comment ça va YouTube? Bienvenue dans une nouvelle React et cette fois-ci je suis très content puisqu'on va retrouver un de nos youtubeurs que j'aime beaucoup qui s'appelle Mush. On avait déjà fait une vidéo sur ses vidéos Dofus, si vous vous rappelez, sur le serveur héroïque et le plus grand joueur du serveur héroïque. Mais du coup aujourd'hui j'aimerais React à une de ses vidéos sur un dessin animé qui franchement a marqué mon enfance. Et ce dessin animé, c'est Wakfu. Toi, le ciel et la terre, l'eau et la poussière, héros malgré toi. Je sais pas si ça a les paroles. Bref. Toi, la légende s'écrit, l'histoire se construit, l'avenir est notre aventure. Bref, aujourd'hui on réagit à l'incroyable histoire de Wakfu par Mush. Comme d'habitude, je vous mets le lien de sa vidéo en commentaire, mais également dans le chat Twitch si jamais vous voulez laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de Mush. Écoutez, c'est parti. Saison 4 qui a été animée par un bon copain à nous, à Kevin et moi, qui s'appelle Malek. Malek qui a sorti une super vidéo sur sa chaîne qui raconte ses péripéties en tant qu'animateur au Japon d'ailleurs. Mais bon, écoutez, attaquons. Mais je crois que la saison 5 est en préparation là. Ils sont en train d'avancer petit à petit dessus, je suis pas sûr. Le père de Yugo! Quand au début de l'histoire, on découvre ce berceau au pied d'un arbre, un berceau avec un bébé et une petite créature toute mignonne, personne ne s'imaginait que tout allait changer. Personne ne se doutait de tout ce qui s'est passé durant des millénaires auparavant, et personne ne pouvait prévoir que le monde allait être bouleversé à tout jamais. Qu'est-ce que j'aimais ce dessin animé? Surtout qu'en plus de ça, le méchant de la saison 1, Nox, en vrai, tout ce qu'il a fait, tout le mal qu'il a fait, c'était simplement pour essayer de ramener sa famille. En fait, j'adore cet archétype de méchants qui sont pas vraiment méchants. Genre, tu peux comprendre pourquoi ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et Nox, c'était ça. Lorsque j'avais 7 ans, je découvrais le MMORPG Dofus, et ça a rapidement été un coup de cœur. Je créais mon Sadida dans le monde des 12, et je partais explorer ce monde immense pour vivre des aventures pleines de rebondissements. Des moments dont je me rappelle encore aujourd'hui, taper des crack-boules à longueur de journée parce que j'étais pas abonné, et quand j'étais abonné pour la première fois, j'allais découvrir les zones les plus dangereuses de ce monde. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Ça y est les gars, je vais relancer Dofus 3.0. Quitte à mourir en boucle. Avec ma guilde qui est morte depuis. J'ai fait lancer une guilde avec des abonnés. Je les ai abandonnés du jour au lendemain. Ah putain, les pauvres. Alors aujourd'hui, je joue à Dofus, c'est sans doute le jeu qui m'a le plus marqué dans ma vie. Un jeu qui est le précurseur d'un univers appelé le Cosmos, un univers si développé qui n'a rien à envier aux œuvres les plus emblématiques de la pop culture. En 2008, un animé du nom de Wakfu fait son apparition, une histoire dans le même univers que le jeu Dofus, mais à une période différente. Évidemment que j'allais apprécier, c'était certain, et j'étais loin d'être le seul dans ce cas. Alors aujourd'hui, quoi de mieux pour rendre hommage à toutes ces années passées dans le Cosmos, autant en tant que joueur que spectateur, que de faire une vidéo complète sur Wakfu. Oh là là. Installez-vous confortablement et venez découvrir ou redécouvrir toute l'histoire de Wakfu. Il n'y a pas les paroles. Je voulais chanter les paroles. C'est pas grave, on n'a pas le droit au bonheur. Hein. Non mais c'est pour le DMCA, on comprend. Est-ce qu'il va parler de la vidéo entre Amalia et Evangeline? Tu sais, la vidéo hors série que certains d'entre nous connaissent. Bref. Au large de la nation d'Amakna se trouve un petit village dans la forêt. Dans ce petit village, nous allons découvrir Yugo, un jeune garçon confié à Alibert, un aubergiste qui deviendra alors son père adoptif. Après des années, Yugo découvre qu'il peut créer des portails de téléportation, un jour décisif pour notre cher protagoniste, car en effet, c'est ce jour-là, en découvrant qu'il possède des pouvoirs, qu'il est temps de lui révéler la vérité sur sa vraie famille. C'est là que tout commence. Yugo part à l'aventure avec ses nouveaux amis afin de percer les secrets de ce monde et la vérité sur toute son existence. C'est un bon moyen d'expliquer le tout début de Wakfu, mais en réalité, là, on est en l'an 981.
Et il s'est passé bien des choses avant. Alors Qu'est-ce que j'adorais le trailer où Ogrest il débarquait, il mettait des patates à tout le monde. Genre quand ils ont introduit le personnage, c'était fou dans Dofus. avant de raconter toute l'histoire de Hugo et ses amis, il va être très important de faire un grand saut dans le passé, pour comprendre comment a été créé ce monde et tous les enjeux que cela engendre. Au commencement, il n'y avait rien, c'était le néant. Mais tout le monde s'accorde sur une seule et même légende pour la création du Cosmos. C'était il y a de nombreuses années, nous n'avons pas de date précise. Deux énergies créatrices de toutes choses surgirent. Ce sont deux entités. D'un côté le Wakfu, une énergie créatrice de vie, incarnée par la grande déesse, et de l'autre la Stasis, qui est à l'opposé, une énergie destructrice, incarnée par le grand dragon. Ces énergies qui se retrouvaient seules dans ce néant s'ennuyaient, et se mirent à danser, une valse amoureuse qui fit naître dans un premier temps le Cosmos, un univers ayant la forme d'un œuf, peuplé de différentes dimensions, galaxies et planètes. Et dans un second temps, cet amour fit naître les Dofus héliatropes, des œufs contenant un humain et un dragon à l'image de leurs parents. Ce sont les premiers êtres et on les nomme héliatropes, un peuple qui aura la faveur d'obtenir du Wakfu de la part de la grande déesse, afin qu'il puisse se développer et prospérer. Ce peuple sera éternellement dirigé par ces 6 héliatropes accompagnés par leurs jumeaux dragons. On l'appellera le Conseil des 6. Les héliatropes vieillissent lentement et se réincarnent dans leur Dofus héliatrope après leur mort. C'est un cycle sans fin. En moins 11 000, les héliatropes vont faire leur toute première rencontre avec un autre peuple. Ce sont les méchasmes, des créatures mécaniques qui tirent leur puissance du Wakfu et qui doivent parcourir le monde afin de trouver cette énergie pour les alimenter et perdurer. Les héliatropes étant une source infinie de Wakfu, c'était l'endroit idéal pour eux. Ils ont trouvé un compromis afin de cohabiter dans le même monde. Une alliance qui durera presque 800 ans. Bon, vous voyez, tout ça, je savais pas. J'avoue que j'ai arrêté un peu l'animé avant toutes ces explications-là. Car un des membres du Ça, conseil on l'apprend quoi, à la saison 3 ou un truc comme ça? des héliatropes, Kilby, possède un pouvoir immense, mais également une terrible malédiction. Mais c'est pas lui le fou furieux, c'est l'héliatrope corrompu par excellence et puis il se fait enfermer dans une dimension. Je crois que c'est genre le méchant de la saison 2 ou 3, non? Kilby et son dragon sont les gardiens de l'histoire et de la mémoire du monde. En effet, ces héliatropes, membres du conseil et leurs dragons, possèdent des attributs propres à chacun. Shibi et le dragon Grugaloragran maîtrisent la connaissance et la science. Oh, Grugaloragran, quel goat! Est-ce qu'on peut parler de Grugaloragran et son combat contre Nox? Et ils sont à l'origine de nombreuses inventions pour le peuple héliatrope. Mina et le dragon Faeris détiennent la sagesse et ont pour rôle de résoudre les conflits. Glip et le dragon Balthazar sont chargés de l'enseignement et l'éducation afin de guider les nouvelles générations. Nora et le dragon Ephrim incarnent la joie de vivre et ils sont aussi les plus proches de la grande déesse héliatrope grâce à leur sincère innocence. Hugo et Adamai, ceux-là, peut-être que leur nom vous parle, ils symbolisent le courage et l'esprit d'aventure et sont nommés les grands protecteurs héliatropes. Et enfin, Kilby, lui, avec sa sœur dragon Shinonome, sont les gardiens de l'histoire et de la mémoire du monde. Chaque fois. Rien que ça, hein, rien que ça. Mais vous savez, je fais une parenthèse rapidement avant de revenir sur ça, mais moi, il y avait d'autres trucs, d'autres produits dérivés de l'univers d'Ankama que j'aimais beaucoup. Hein. Par exemple, le manga Dofus, bon, on peut dire ce qu'on veut, hein, c'était pas hyper bien dessiné, mais l'histoire était pas mal. Moi, j'aimais bien ce qu'ils avaient fait, l'histoire avec Gultar. Genre Gultar, c'était un ancien méchant qui est devenu gentil, et puis après, il a construit sa famille. Puis après, il y a un monstre qui débarque, qui bute sa famille, et puis après, il devient maudit. D'où le nom Gultar le maudit. Après, il y avait eu le mec, là, le bricoleur, qui avait les tourmenteurs. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des histoires sympas. Je sais pas comment il a fini le manga à la fin. Parce que le gentil, dedans, c'était non. Il y avait Gultar. Non, c'était pas Gultar le gentil, c'était un Feka. C'était un Feka le gentil dans ce manga. J'ai jamais su comment ça finissait. Artie, c'est ça. J'ai jamais su comment ça finissait. Une fois qu'il meurt et se réincarne dans son Dofus héliatrope, il conserve les souvenirs de ses existences précédentes. Bref, bah du coup, Wakfu, c'est une histoire à part. Hein. Normalement, c'est quoi déjà Wakfu? C'est quelques années après l'univers de Dofus, c'est ça? Il y a eu Ogrest qui a débarqué pour essayer de plaire à une gonze. Il a pris tous les Dofus, ça a pas marché, il a pleuré, c'est ça. Vraiment, je fais un résumé foireux. Mais en gros, il s'est pris un râteau, il a chialé sur le monde entier, je crois que c'est ça. Il a inondé la planète. Contrairement à ses frères et sœurs, des souvenirs lui empêchant de vivre en paix et en harmonie avec lui-même, et le poussant à commettre l'irréparable. Il avait besoin de quelque chose à la puissance infinie, et dont il pourrait se servir facilement. Il convoite le cœur des méchasmes, et s'attaque au plus jeune d'entre eux appelé Orgonax pour le lui voler, un événement déclenchant une guerre mettant fin à l'alliance entre les méchasmes et les héliatropes. Il va alors transformer ce cœur en artefact que l'on appelle Héliacube, un moyen de cacher la vérité à ses frères et sœurs. Un artefact capable de stocker une quantité de Wakfu illimitée, et qui permettra, comme les méchasmes, de voyager à travers le cosmos.
C'est un an plus tard qu'ils décident de quitter leur monde à bord de leur vaisseau. Un vaisseau qui nécessite de récupérer la moindre présence de Wakfu pour se déplacer, d'où l'utilité de l'héliacube. Les héliatropes finissent par découvrir une nouvelle planète et s'y installent pour y vivre. Une planète qui aura une grande importance plus tard. Un voyage qui aura duré 30 ans. La civilisation va se reconstruire sur cette nouvelle planète et le peuple pourra revivre normalement et paisiblement. Mais 170 ans plus tard, finalement, Killby se lasse de ce monde et veut repartir à la conquête des planètes. Il demande alors au conseil de partir explorer le monde, mais ces derniers refusent, car pour faire démarrer le vaisseau, comme je l'ai expliqué, ils ont besoin de la moindre parcelle de Wakfu, et ainsi, Ils détruire le monde qu'ils avaient créé. ils seront obligés de consommer le Wakfu présent sur leur planète, la rendant inhabitable. Killby, de plus en plus désespéré et en folie totale due à sa malédiction, décida d'envoyer un signal au mécasme avec les Excusez-moi, j'ai pas écouté. C'est quoi déjà la malédiction de Killby? Yakub afin qu'ils les retrouvent, se fassent attaquer et aient une excuse pour quitter leur planète. Orgonax, le plus jeune mécasme qui s'est fait voler son cœur, n'en reste pas là et veut absolument récupérer le cœur qui lui a été dérobé. Le Ah, il se souvient de tout, d'accord. signal a donc bel et bien fonctionné et cela l'a mené à poursuivre les héliatropes avec quelques autres mécasmes. Cette fois-ci, Killby se fait démasquer par ses frères et sœurs qui découvrent toute la supercherie et la trahison. Menant ce dernier à se battre contre eux, il perd son bras gauche et est condamné à vivre dans la dimension blanche. Une dimension où le néant règne et où l'espace-temps n'existe pas. Orgonax va finalement retrouver les héliatropes grâce au signal de Killby et ne va pas les épargner. Il est bien trop puissant pour eux et est en train de les anéantir. Cela mène à une décision ultime. Les membres du conseil et les adultes utilisent tout leur Wakfu pour ouvrir une dimension et sauver les enfants héliatropes, qui seront cachés avec le gardien Balthazar, qui je le rappelle est le frère dragon de Glip qui sont chargés de l'enseignement et l'éducation des jeunes générations. Au même moment, Yugo et Adamai qui représentent le courage vont utiliser tout leur Wakfu dans le Ah, mais du coup, genre, c'est un peu le truc. J'ai pas suivi cette histoire-là, mais il me semble que genre c'est une lutte centenaire qui remonte à je sais pas combien d'années. Du coup, tout le Conseil des Six meurt et ils sont tous réincarnés dans leur Dofus, c'est ça? Et ils renaissent. Et ça nous ramène au début de l'aventure avec Hugo, quoi, à la naissance. Ça doit être un truc comme ça. contre Orgonax, mais sans succès. Et après cette défaite, ils retourneront dans leur Dofus héliatrope pour un très long moment. Ah, mais ils ont perdu Hugo et Adamai. Oh, ils se sont fait défoncer. Mais du coup, attends, c'est ça le problème, c'est que moi j'ai vraiment suivi que la saison 1. J'ai hâte de découvrir la suite là. Ce Dofus qui sera confié à Grogaloragran avec l'Héliacube, Héliatrope et Dragon qui, je le rappelle, symbolisent la connaissance et la science. Nora et Ephraim qui représentent l'insouciance et la joie de vivre sont les derniers remparts face à Orgonax pour sauver leur peuple. Et étant les plus proches de la grande déesse Héliatrope, ils supplient cette dernière en sacrifiant leur vie et tout leur Wakfu pour qu'elle les aide. Une aide qui mena à une énorme explosion qui exterminera toute vie sur la planète, Ah oui. dont Orgonax, et ne laissa de cette planète absolument rien, juste une sphère sans aucune civilisation, qui flotte dans le cosmos. Ah oui. Oh, mais du coup, attends. En fait, c'est fou, hein, parce que j'adore hein, quand tu expliques comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont partis vachement loin. Ils auraient pu faire plus simple, honnêtement. Mais bon. Également nés de la valse amoureuse entre la grande déesse Héliatrope et le grand dragon, ce sont les premières incarnations divines où les 10 premiers dieux, Kra, Ekaflip, Enutroph, Feka, Yop, Osamodas, Sadida, Sram et Xelor. Mais ces dieux qui sont nés du Wakfu, l'énergie créatrice de vie, impliquent un équilibre, et c'est comme ça que sont également nés les dieux démons, qui eux sont nés du Stasis, l'énergie destructrice. 2000 ans suivant l'extinction de la planète lors du combat contre Orgonax, un de ces dieux passe devant cette planète sans vie. Et comme un signe du destin, ce dieu, qui n'est autre que le dieu Osamodas, va se servir de la force de ses dragons pour que le cycle de la vie reprenne sur cette planète. Les autres dieux le rejoindront rapidement pour l'aider, et voici comment est né le monde des 10. Ah, donc ils ont repris la planète des héliatropes. C'est ça l'histoire. Putain, vous vous rappelez à l'époque on appelait ça le monde des 12 et il y avait que le monde des 12 et puis après c'est parti en couille. Les dieux nés du Wakfu ne voulant pas habiter avec les démons s'installent dans l'Inglorium, tandis que les démons, eux, s'installent dans la dimension appelée Choucroute. Afin de régner sur Choucroute, la dimension démon, les dieux démons se battent, et c'est Rouchou qui réussira à vaincre tous ses frères devenant ainsi le seul maître de la dimension. Mais les dieux craignent que Rouchou détruise toute leur création sur le monde des 10, et ils vont conclure un accord. Les démons doivent rester dans la dimension Choucroute, et en contrepartie, aucun aventurier ne viendra dans leur dimension démoniaque. Rouchou accepte mais va rapidement corrompre les âmes qui s'incarnent sur le monde des 10 pour qu'ils deviennent des démons à sa solde, on les appelle les chouchous. Et du coup lui il avait qui déjà dans son épée, Triste pas?
Tout ça, c'est ce qui se passe il y a des millénaires avant l'histoire que l'on connaît. En moins 211, les dieux trouvent que l'équilibre n'est pas maintenu sur le monde des 10 et qu'il faudrait des artefacts suffisamment efficaces pour Rubilax, c'est ça. garder une parfaite harmonie. Et quoi de mieux que des Dofus? Alors comment on crée des Dofus? Alors en fait, pour cela, il faut un dragon amoureux. Et c'est là que le dieu Sadida aura son rôle à jouer. Il va créer des poupées qui vont charmer les dragons. Cela a permis de créer ces Dofus, le Dofus émeraude d'Aérafal, le Dofus ivoire de Dardon d'Akal, le Dofus turquoise d'Aguabrial, le Dofus pourpre d'Ignémical, le Dofus ébène de Grugaloralazar, et enfin, le Dofus ocre de Terra Curial. Ces 6 Dofus qui ont vu le jour donnent naissance à l'âge des Dofus et met fin à l'âge primitif. Mais pendant que nous, on est capable de dater ces événements, eux, à ce moment-là, en sont incapables. Et c'est le dieu Xelor, dieu du temps, qui va avoir son rôle à jouer là-dedans. Ça, c'est ma classe, ça! Ça, c'est le dieu de mon personnage! Il va Je l'appelais maître chrono. Et puis c'était génial parce que c'était le maître du chrono, et si tu faisais l'inverse, ça faisait chronomètre. Ça, c'est du jeu de mots, ça. J'ai trouvé ce pseudo quand j'étais au collège. Pouah! Un Xelorter, mon gars, en PVP, t'avais peur. Double Youyet, 1 sur 2 coups critiques, 5 PM, 12 PA, hop, hop, hop. En Coliseum, mec, j'étais une terreur. construire une immense horloge capable de mesurer le temps, et cet événement, ça sera l'an 0. Il mettra en place des mois pour que les années soient composées de 12 mois, avec des gardiens pour chaque mois. Mais n'oublions pas, un certain dieu démon est présent, et il veut toujours avoir son mot à dire et s'impliquer dans cette création des mois. Il va choisir le mois de décembre et donner la responsabilité à un chouchou du nom de Jol. Ces gardiens et les chouchous de Rouchou vont mener des batailles durant des centaines d'années, menant à la création de Bonta, la cité lumineuse, et Brakmar, la cité sombre. Ouais, Demacia et Noxus. C'était les précurseurs, hein. Dofus a existé avant LoL. Pour moi, LoL a plagié Dofus. Pendant tout ce temps, des dieux mineurs ont réussi à se faire un nom, en ayant assez de fidèles pour qu'ils puissent rejoindre les autres dieux dans l'Inglorium. Il s'agit de Sacrieur, la déesse de la souffrance, Ouais. DS momie, ça. C'est on my face. et Pandawa, la déesse de la boisson. Non. Non, hors de question. Ça, non. Là, avant, je veux bien. Ça, non. C'est comme ça que le monde des 10 devient le monde des 12. En l'an 634, le monde des 12 est confronté à un événement terrible. Les 6 Dofus qui servent à maintenir l'équilibre et l'harmonie dans le monde ont tous été volés. C'est le début d'un immense périple pour tenter de les rassembler, et c'est d'ailleurs l'histoire du jeu Dofus. Je suis Ganymède, le maître des aigles célestes, et je vais accompagner vos premiers pas. Ganymède, quel goat. Va, aventurier. Ok, c'est parti. Henri, grossophobe. Mais ça n'a rien à voir, frère. C'était un panda. Espèce de furie, va. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Nous sommes en 780, et nous découvrons Noximilien, surnommé l'horloger. Un père de famille banale qui vit une vie assez basique en fait. Et c'est dans les années qui suivent qu'il trouve l'Héliacube, un objet qui va l'intriguer mais qui va finir par ravager son esprit. Vous vous souvenez de ce cube, cet artefact qui contient un pouvoir incommensurable et presque sans aucune limite. Il va tellement s'y consacrer qu'il va mettre de côté sa famille. Cela va le rendre fou, faisant peur à sa femme et ses enfants qui vont s'éloigner de lui. Il n'a plus aucune notion du temps et va continuer de travailler sans se soucier de ce qui se passe autour. Un comble pour un horloger. Et il va finalement se rendre compte plus tard que sa famille l'a abandonné. Mais à ce moment-là, un autre événement a lieu. Un événement terrible qui va absolument tout changer dans le monde des 12. Otomai, un alchimiste reconnu dans le monde entier, a créé Ah, Ogresse doit faire de la merde, là. Ogrest, une créature qui va réunir les 6 Dofus pour les offrir à sa bien-aimée Datura. Mais à son retour, elle n'est plus là, le plongeant dans un désespoir et un immense chagrin qui va causer une catastrophe incommensurable. Le monde se verra inondé par les larmes du chagrin d'Ogrest, et cela va submerger le monde entier. Seulement quelques îles sortiront de la surface, mais des millions d'habitants perdront la vie. C'est ce qu'on appelle le chaos d'Ogrest. Et parmi ces habitants qui ont perdu la vie, il y avait la famille de Noximilien. Entre la folie qu'il a accumulée lors de son travail avec l'Héliacube et la détresse causée par la perte de sa famille, il va utiliser l'Héliacube et sa puissance pour tenter de revenir dans le passé et sauver sa famille. Noximilien se fait appeler Nox, et il a besoin d'énormément de Wakfu pour mettre au point ce saut dans le temps.
quitte à tuer n'importe qui se mettra sur son passage. Et c'est là que nous entrons dans l'ère de Wakfu, en l'an 969, et que nous arrivons au début de notre série animée, là où Yugo fera sa première apparition pour nous, spectateurs. Voici comment tout a commencé et comment le monde a été créé, mais également détruit, puis reconstruit. De nombreuses péripéties dont on ne se doute pas lorsque nous découvrons Yugo enfant pour la toute première fois. Et c'est un recul qui est nécessaire pour d'autant plus apprécier toute l'œuvre mais également les jeux. Quand j'ai joué à Dofus pendant de nombreuses années, je m'intéressais pas plus que ça à l'histoire et comment ce jeu a été créé. Je faisais partie de ceux qui passaient les quêtes, et maintenant que je sais comment tout a été créé, c'est d'autant plus plaisant de découvrir les personnages qui ont eu un immense rôle à jouer. Mais maintenant, il est temps de raconter l'histoire de Yugo, son histoire dans le présent, et toutes les aventures de la confrérie du tofu. Suite à la défaite contre Orgonax, le sommeil fut extrêmement long, plus précisément presque 10 000 ans pour Yugo et Adamai dans leur Dofus gardés par Chibi et Grugaloragran. Nous voyons Grugaloragran qui, en croisant Nox, se doute qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce personnage est sûrement extrêmement dangereux. Alors pour éviter de donner naissance à Yugo dans des conditions désastreuses, il préfère le confier à Alibert chez qui il a ressenti une aura pure et bienveillante digne de s'occuper de Yugo. En plus de cela, Grugaloragran va se charger de laisser un message à Yugo, qui Alibert ce goat! se déclenchera lorsque ce dernier se rendra compte qu'il a des pouvoirs. Un message caché qui indique où se trouve sa vraie famille. Message qui sera dissimulé dans les plumes d'un tofu du nom de Az, qui était présent dans le berceau avec Yugo. Putain, Le jour où il découvre son pouvoir arrive 12 ans plus tard, toutes ces histoires-là, je les avais oubliées. La claque de nostalgie qu'on se prend. au moment où il se retrouve face à Tristepin qui est possédé par Rubilax, un chouchou qui a été enfermé dans une épée. Yugo va alors découvrir toute la vérité lorsque Nox, en les combattant, va tirer la plume d'Az, transmettant le message à Yugo, qui peut donc enfin découvrir la vérité. C'est le début d'une grande aventure qui débute par la rencontre entre Yugo et ses amis, qui donna le nom à leur équipe, la confrérie du tofu. On est avec Ruel. Alors tout d'abord on a Yugo, pas besoin de le présenter, il a 12 ans et c'est un héliatrope, il est capable de créer des portails dans lesquels il peut passer pour se téléporter d'un portail à un autre, ou tout simplement d'envoyer des attaques. Il est accompagné de son tofu Az, son plus fidèle compagnon. Il trouve toujours le moyen de s'amuser, il est passionné par la cuisine, il s'occupait bien de l'auberge d'Alibert, c'est lui qui assume le rôle de cuisinier de la confrérie. Ensuite, on a Tristepin, un yop âgé de 16 ans, qui combat à l'épée mais aussi avec ses poings. Putain, en vrai, ça me donne tellement envie de me retaper toutes les saisons parce que je me rappelle quand j'étais au collège et que j'avais vu Tristepin et Évangeline s'embrasser pour la première fois, j'étais comme un fou. J'étais en mode Wouah, ça y est. Tu sais, il y a des couples comme ça dans les dessins animés, tu les chies pas mort et tu sais, genre, c'est tellement un sentiment d'accomplissement quand ça arrive enfin. C'est comme Ulrich et Yumi dans Code Lyoko. Quand ils s'embrassaient la première fois, t'étais en mode Let's go, my boy, let's go. Il a un chouchou scellé dans son épée, et il faut pas que ces derniers prennent l'emprise sur lui car il devient incontrôlable. Tristepin est éperdument amoureux d'Évangeline, que je vais vous présenter. Elle se bat avec un arc et elle est la garde du corps personnel d'Amalia que je vais introduire juste après. C'est un peu la voix de la raison de la confrérie, elle est rapide et précise, et elle reste de marbre face aux avances de Tristepin. Amalia est la princesse du royaume Sadida, sa mère est décédée quand elle était très jeune. Elle est fière et capricieuse, et elle est très liée à Évangeline, sa Elle casse les couilles, elle casse les couilles. garde du corps, avec qui elle devient rapidement meilleure amie. Elle ressent le besoin de s'éloigner de cette vie royale. Et enfin, on a Ruel, un célèbre et riche Enutrophe. C'est un vieux chasseur de primes et il est ami avec Alibert, le père adoptif de Yugo. Ruel est très égoïste et il a quitté sa femme parce qu'il a préféré l'argent. D'ailleurs, J'étais pas au courant de ça. l'argent sera à la fois sa plus grande force, mais aussi sa plus grande faiblesse. Et voici la confrérie du tofu au complet. Enfin, pas tout à fait. Ces derniers seront confrontés à différents obstacles et vivront une grande aventure, que ce soit en combattant différentes menaces par exemple, mais ça peut être plein d'autres choses comme un concours de boulangerie pour faire le meilleur pain, ou alors trouver un antidote car Amalia s'est fait empoisonner. Par exemple, ils doivent se rendre sur l'île d'Oma, mais ils n'ont pas assez d'argent pour s'offrir une barque, alors Ruel va avoir une idée, participer à la finale de la 8ème division de Bouffball. Putain, je me rappelais, à l'Ankama Convention 5, il y avait, donc du coup c'est une convention dédiée à Dofus, Wakfu, etc. Et il y avait des matchs de bouffball. Et en gros, c'est un mix entre du rugby, du handball, et je crois que c'est un mix entre les deux, quoi. Et je me rappelais que à l'époque de l'Ankama Convention 5, je devais avoir genre 12 ans, 13 ans, je crois. Déjà, j'avais arnaqué plein de codes à des gens, j'avais volé des cartes et tout. Et je crois qu'à l'épreuve de bouffball, t'es tombé sur un gamin de 8 ans
et j'ai foncé avec la balle. Parce qu'en fait, si tu gagnais la partie, tu pouvais remporter un merch bouffe ball, genre un bouffe-tout en coton, quoi. Et je me rappelle, j'avais fait un coup de plaquage au gosse de 8 ans et je crois que j'avais mis un coup de coude, le pauvre. C'était waouh! Mais j'ai gagné. J'ai eu mon bouffe ball, qui est d'ailleurs encore chez mes parents. Une chance pour s'offrir le voyage jusqu'à l'île d'Oma. Alors, Ça fait très One Piece par moment. C'est le fait de devoir soigner Amalia, ça me fait penser au fait de soigner Nami dans l'arc où on trouve Chopper. L'arc Bouffe Ball, là, ça me fait penser à lorsque Luffy il trouve l'autre équipage là, avec le mec qui ressemble à un renard et qui ralentit. Ça fait penser à tout ça, ces trucs-là. De base, je pense que ça devait partir sur un slice of life, Wakfu, et je pense qu'ils sont partis giga loin. alors on peut apercevoir la confrérie du tofu qui font Foxy, ouais, c'est ça. un match de ball, un sport qui regroupe à la fois le football, le handball et le rugby. Ça me tient à cœur de parler de ce genre de petits événements qui apportent pas énormément à l'intrigue principale, mais qui permettent en tant que spectateur de vivre des moments avec la confrérie du tofu. Moi j'aimais bien, hein, mais il y avait même du Bouffe Ball, tu pouvais jouer à ça sur Dofus. Mais il y a un jeu qu'ils ont supprimé, la Dofus Arena. C'était pas trop bien ça, j'ai jamais compris pourquoi ils ont mis fin à ce mode de jeu. Dofus Arena, mais qu'est-ce que c'était bien! C'était même pas un mode de jeu, c'était un jeu. Permettant de s'attacher à eux et d'y voir un réel développement tout au long de l'aventure. Par exemple, il y a une romance tout au long de l'histoire, avec un triste pain qui ne cesse de faire des avances à Evangeline. Cette dernière est impassible et imperturbable, mais qui sait, peut-être qu'elle va finir par tomber amoureuse elle aussi. Un peu plus tard, Yugo retrouve Adamai, son jumeau dragon, et c'est là que la confrérie du tofu sera au complet. Ah, avec la voix de Dorothée Pousséo. Que j'ai rencontré d'ailleurs à Nantes à la dernière. Alors, c'était pas une c'était Polymanga, c'est en Suisse. Et en Nantes, c'était quoi déjà? Art to Play. Je l'ai rencontré à Art to Play. Et je me rappelais que elle était en train de demander un café. Et j'ai entendu sa voix. J'étais en mode, mais je la connais cette voix. Et tu sais, elle a vraiment eu la voix d'Adamai. J'étais en mode, waouh! En tout cas, le sujet principal qui règne ici, ça sera Nox, qui va continuer de causer énormément de dégâts autour de lui, afin qu'il puisse récupérer toutes les sources de Wakfu possibles et mener à bien son plan. Cela commence d'abord par un combat entre Nox et Grugaloragran, qui se terminera par la mort malheureusement de Grugaloragran avec son frère dragon, et qui vont regagner leur Dofus pour se réincarner plus tard. Tout ça mènera à une séparation de la confrérie du tofu, avec d'un côté Ruel, Tristepin, Amalia et Evangeline qui se dirigent vers le royaume Sadida pour les prévenir de la menace que représente Nox, et de l'autre, Yugo et Adamai qui partent à la recherche du Dofus, dans lequel Grugaloragran va se réincarner. Mais ces derniers vont être gênés par Igol, l'animal de compagnie de Nox qui veut ramener Adamai et tuer Yugo. Les choses ne se passent pas comme prévu au royaume Sadida, et les événements font que Tristepin se fait posséder par Rubilax. Je crois qu'il a pété l'arc d'Evangeline. Ce dernier, hors de contrôle, blesse Evangeline. Il finit par fuir du royaume Sadida à la recherche de la tombe de son ancien maître, Gulthard. Ouais, c'est ça, et j'avais compris pourquoi Gulthard il était vivant là. C'était trop bizarre. C'était en mode, ouais, je suis Gulthard, je suis ton maître. Et c'est surtout quand tu viens de Dofus, c'est n'importe quoi parce que Gulthard, c'est un méchant dans Dofus. Et il lance le Gultarminator, et normalement c'est Gulthard le maudit. Et encore, c'est encore plus embrouillant lorsque tu suis le manga et que tu connais l'histoire de Gulthard dans le manga. J'aimerais bien savoir comment il explique là. Qui est Gulthard dans Wakfu? T'inquiète, c'est Gulthard. Bah oui, c'est Gulthard. Mais tu sais, genre, il y a plein de trucs comme ça. Enfin bref, je divague, mais par exemple, j'ai jamais joué à Wakfu, je me rends pas compte. Est-ce que le jeu est bien? Est-ce que le lore il s'étend à ce point-là dans le jeu par rapport au dessin animé? Est-ce que Ogrest il était fort? En fait, j'ai jamais joué à Wakfu. J'ai toujours eu la démo quand j'étais au primaire, mais j'ai jamais joué à la version finale. Bref, je suis chaud d'avoir vos retours sur ça. Et en fait, ce dernier n'est pas mort, et il va apprendre à devenir un vrai gardien de chouchou. Et pour cela, il va devoir affronter Rubilax. Yugo et Adamai finissent par trouver le Dofus qui contient Grugaloragran, mais le royaume Sadida s'apprête à se faire attaquer par Nox, et ce dernier ne perd pas de temps pour atteindre son objectif, récupérer le Wakfu contenu dans l'arbre de vie du royaume. Mais à ce moment-là, la confrérie du tofu est presque au complet et réunie. La bataille fait rage, et on a une guerre entre la confrérie du tofu et les créatures de Nox. Un combat sans relâche contre Nox et son Eliacube qui le rend extrêmement puissant. Les créatures de Nox se font battre, mais une de ces créatures, le Razortan, envoie une attaque sur Evangeline et Amalia. Tristepin s'interpose et la puissance du laser le tue sous les Ah oui, c'est vrai, il est mort dans la... J'avais oublié. Il était mort. yeux d'Evangeline.
Yugo, pris de rage, affronte Nox, mais il est aussi vaincu. Nox arrive à accumuler l'énergie qu'il faut et pense pouvoir remonter 200 ans en arrière et sauver sa famille. Mais finalement, le Wakfu accumulé ne lui permet de revenir que 20 minutes en arrière. Je me rappelais, c'était vraiment la désillusion quand il a vu ça. Mais je crois qu'il a vu ça, il était triste et juste il a disparu. Il a même pas été vaincu, Nox. Il a juste décidé de se casser et je crois qu'il a dû mettre fin à ses jours ou s'exiler. Cela brise les rêves de Nox et il se rend compte que tout est de sa faute. On a là un des meilleurs antagonistes toute œuvre confondue, avec un développement exceptionnel. Parti de rien, père d'une famille aimante et heureuse, est devenu fou à cause d'un gain soudain de puissance, devenu incontrôlable à cause de l'Héliacube, mais prêt à tout pour sauver sa famille, quitte à détruire le monde entier. Nox remercie Yugo et se téléporte une dernière fois. Il n'a plus l'Héliacube et est contraint de mourir, et ce dernier décide de terminer sa vie, aux côtés des tombes de sa famille. Ah, j'étais pas au courant de ça. Ce retour de 20 minutes en arrière permet de sauver l'arbre de vie, car il a été détruit à ce moment-là. Mais malheureusement, Tristepin est mort avant ces 20 minutes. Il a eu la fin héroïque qu'il a toujours souhaitée. Ah, je me rappelle ça quand j'étais petit, c'était mindfuck. Je me suis dit, putain, mais Tristopin, il est resté mort. Un an plus tard, le monde est en paix, et il s'avère que notre cher Tristepin n'est finalement pas mort car Rubilax a finalement réussi à sauver Tristepin en changeant de corps juste avant la fin. Rubilax se rebellera contre Rouchou car ce dernier n'est pas reconnaissant de tout ce qu'a fait Rubilax pour lui, et finira par rendre totalement son corps à Tristepin. Yugo et Adamai, qui ont désormais l'Héliacube et le Dofus Eben, vont les utiliser pour retrouver les traces de leur peuple. Cela ne va pas fonctionner et va libérer Kilby de la Dimension Blanche. Et par la même occasion, ils vont faire éclore le Dofus Eben qui contenait Chibi et Grogalo-Ragran. Kilby va leur dire qu'il est le roi du peuple héliatrope et va les manipuler, les convainquant d'aller récupérer le Dofus de Kilby, qui est entre les mains du dragon Faeris, Putain, merde, l'enfoiré. frère jumeau de Mina. Durant tout ce périple, ils vont croiser un membre de la famille de Ruel, ou alors ils vont rencontrer la sœur d'Évangéline qui s'appelle Cléophée, mais également d'autres péripéties, ils vont recroiser Chris Lacrasse qu'ils ont affronté lors du match de Bouffball, Putain, Chris Lacrasse, waouh. Oh, le nom. et aussi faire un donjon sur l'île des Wabbits. Ils vont se faire voler leur voix par un mystérieux personnage. Comme je l'ai dit précédemment, il y a plein de petites aventures tout en suivant l'intrigue principale. Kilby va s'emparer de l'Héliacube et faire un pacte avec Rouchou pour qu'il puisse envahir le monde. Yugo va découvrir la vérité grâce à Faeris qui a conservé les souvenirs de l'époque, et Yugo et Kilby vont s'affronter. Kilby dévoilera que le véritable roi des Héliatropes n'est autre que Yugo, qui succède à Grogalo-Ragran. Kilby va emmener Yugo dans la dimension où se trouvent les enfants Héliatropes, qui ont été sauvés il y a des milliers d'années pour essayer de faire comprendre son point de vue. Mais Yugo étant le roi des Héliatropes, il va convaincre les enfants de se joindre à lui pour vaincre Kilby. Il sera finalement battu et renvoyé dans la Dimension Blanche pour qu'il arrête de représenter une menace dans le monde et l'univers. Triste cœur, que l'on appelle ainsi lorsqu'il est en fusion avec Rubilax, compte s'occuper de Rouchou, mais malheureusement il ne fait pas le poids. Et c'est son maître Gulthard qui va arriver sur le champ de bataille pour lui prêter main forte. Wow. Gulthard dispose des pouvoirs du dieu Yob durant ce combat, et ils vont finir de se battre dans la dimension choucroute, un sacrifice qui lui permettra de finir son combat sans impacter le monde des 12. Gulthard, quel goat. Tu vois, là, il est gentil. Dans Dofus, il est méchant. Bref, il faudrait que je me fasse une passe lore pour savoir comment ça se fait. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est pas tout à fait lié? Huit ans plus tard, en 988, on retrouve nos héros qui cherchent les 6 Dofus Héliatropes qui ont été volés par la Fratrie des Oubliés, une mystérieuse confrérie composée de demi-dieux, et donc des enfants de Dieu, une fratrie dirigée par Dame Echo, une demi-déesse et Neripsa. Yugo, à ce moment-là, a 19 ans, mais il ressemble toujours à lorsqu'il était enfant car les Héliatropes vieillissent beaucoup plus lentement, contrairement à ses amis qui, eux, ont bel et bien grandi. Tristepin et Évangéline ont eu 2 enfants, Elélie et Flopin, et du côté d'Amalia, la situation est grave. Ogrest a eu une nouvelle crise de larmes qui a inondé une grande partie du royaume Sadida, et pour arrêter cela, on a besoin des 6 Dofus. Ouais, il va arrêter de pleurer au reste au bout d'un moment là, que il pleure. Mais on sait pas où il se trouve. On sait seulement que le compte à rebours à Frigost en possède 2. Amalia, elle, va promettre sa main au compte à rebours, le maître de l'île de Frigost, pour sauver le royaume Sadida.
Et bien qu'il soit amoureux d'Amalia, ce n'était qu'un piège pour attirer Yugo à Frigost pour qu'il lui explique comment se servir des Dofus. Et si ce dernier refuse, le compte à rebours utilisera la forêt des Sadida comme combustible pour chauffer Frigost. Ainsi, à ce moment-là, Yugo a la responsabilité du royaume des Sadida tout entier. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a une sorte de romance entre Amalia et Yugo. Parce que oui, c'est bizarre, il ressemble à un gosse, mais il a dépassé la vingtaine. Un combat se délivre entre Yugo et le compte à rebours, et c'est Amalia qui parviendra finalement à le vaincre. Après cela, nos héros vont découvrir Joris, Cherubim et Hacham, qui sont enfermés dans des blocs de glace. Ah mais attends, mais eux ils ont eu un film à leur nom je crois, hein. Il y a eu un film... Ouais c'est ça, c'est l'OAV, ok c'est bon. Ils vont expliquer comment ils ont réussi à s'emparer des Sidofus Héliatropes, et comment la fratrie des oubliés les leur ont volés. Adamai et Otomai de leur côté vont découvrir que Dameko a volé les Dofus Héliatropes pour empêcher Yugo et Adamai de les utiliser, car d'après elle, si les Dofus Héliatropes et les Dofus d'Ogrest entrent en contact, cela pourrait anéantir le monde. Au même moment, Gulthard, depuis la dimension choucroute, va contacter Tristepin par Il remonte trop fort. télépathie et lui annoncer qu'il est une réincarnation du dieu Yop. Tout le monde en est évidemment chamboulé. Mais cette nouvelle pourrait permettre de sauver le royaume Sadida, car Comment ça il est l'incarnation du dieu Yop, quoi? C'est super random. en effet, Tristepin parvient à surélever le royaume Sadida pour qu'il ne soit plus submergé par le chaos d'Ogrest. Yugo découvre que Tristepin est parti seul et en secret pour se battre contre Ogrest. Il est très inquiet pour son état car l'ogre est extrêmement fort et même les dieux ne peuvent rien face à lui, mais pour autant, Yugo souhaite rejoindre Tristepin pour l'aider. En effet, il réunit les Dofus Héliatropes Merci beaucoup Lord Drago, merci beaucoup pour le sub. pour avoir suffisamment de puissance pour vaincre Ogrest et aider Tristepin. Et pour récupérer les Dofus Héliatropes, il a dû se battre contre son frère Adamai, qui s'opposait à la solution d'utiliser les 6 Dofus Héliatropes contre les 6 Dofus primordiaux, parce que cela pourrait causer la destruction du monde. Mais Yugo est convaincu que cela pourrait sauver le monde. Il parvient donc à récupérer les 6 Dofus Héliatropes, mais comme c'était prévu, dès qu'il les utilise, il se passe un événement sans retour, qui va absolument tout changer. Cela va créer des clones, des autres versions de lui-même qui possèdent les souvenirs et les sentiments de Yugo, des clones qui vont revenir des millénaires dans le passé, tout en connaissant le risque encouru s'ils se montrent. Cela va donc changer le cours du temps à jamais. Attends, replay? Tout changer. Les utilise, il se passe un événement sans retour, qui va absolument tout changer. Cela va créer des clones, des autres versions de lui-même qui possèdent les souvenirs et les sentiments de Yugo. Mais pourquoi? Genre en quoi le fait de réunir les Sidofus ça fait ça? Des clones qui vont revenir des millénaires dans le passé, tout en connaissant le risque encouru s'ils se montrent. Cela va donc changer le cours du temps à jamais. Les héliotropes. C'est pas les héliatropes? Yugo va finalement rejoindre Tristepin, et Otomai va également suivre Yugo pour l'aider car il a élaboré un plan pour vaincre Ogrest. Étant son père adoptif, il le connaît suffisamment pour savoir comment le vaincre. En fait, sa colère vient du fait qu'il a les 6 Dofus primordiaux en lui, et Otomai demande à Yugo et Tristepin de tenir sa mâchoire pour qu'ils puissent les récupérer. Otomai se jette sur les Dofus primordiaux, mais ça n'a pas l'effet escompté. Cela réveille les 6 dragons primordiaux, et ces derniers obéissent à Ogrest et se jettent sur Tristepin et Yugo, qui ne peuvent rien faire face à tant de violence. C'est quoi? C'est des bijoux dans Naruto là, on dirait ça. Yugo décide de soulever le mont sur lequel ils se battent jusque dans le Crossmose, mais cela l'affaiblit. Tristepin se bat sans relâche face aux dragons primordiaux, mais soudain, en mauvaise posture, le dragon blanc Dardon Dakal surgit et arrache le bras de Tristepin sous les yeux de Yugo, qui ne peut rien faire. Waouh, j'étais pas... Waouh, il a plus de bras lui? Tristepin s'évanouit et perd ses pouvoirs de dieu. Gulthard, depuis la dimension de Rushu, ressent ce qui se passe. Le combat continue et le monde se détruit en morceaux comme des météorites qui risquent de s'écraser sur le monde des 12. Otomai réussit finalement à sortir avec les 6 Dofus, et Ogrest se transforme en sa version enfant et enlace directement Otomai, ce qui fait que les dragons n'attaquent plus, car ils sont dans le même camp. Mais il les avait bouffés les Dofus, Ogrest? C'est quoi, c'est comme Cell, genre plus il mange de Dofus, plus il évolue? Alors autant j'adore Wakfu saison 1, autant quand tu mets tous les histoires en même temps, le lore, ils l'ont étendu, mais c'est trop frère. C'est bien hein, si t'es passionné, mais par contre, enfin là c'est moi, je me tape un condensé, mais waouh, ils ont poussé le délire. Hein. Le mont risque de s'écraser sur le monde des 12, et un tel choc détruirait complètement la planète.
Gulthard, qui a été alerté par la perte des pouvoirs de Tristepin, a une idée. Il propose d'ouvrir un portail géant pour envoyer cette montagne directement dans la choucroute. Hugo parvient à réaliser un tel exploit, et Gulthard arrive à les sortir de la dimension juste avant que le portail ne se referme. Gulthard propose à Tristepin de récupérer ses pouvoirs divins pour qu'il récupère son bras, mais ce dernier va refuser car il souhaite mener une vie normale et paisible avec sa famille. Hugo remettra les Sidophus Héliatropes à Gulthard, qui sera chargé de veiller dessus. Ils sont de retour au royaume Sadida, et Evangeline est rassurée de voir que Tristepin est encore vivant, même s'il a perdu un bras. Cela se termine par une cérémonie de mariage entre Tristepin et Evangeline, mais quelqu'un n'est pas présent lors de cette cérémonie, et cela se ressent par la tristesse de Hugo. Il s'agit d'Adamai qui s'est senti trahi par ses amis et qui a décidé de rejoindre Dameko pour intégrer. Oh mais attends, mais putain, il est vraiment une vieille gueule. Mais il y avait pas un bail comme quoi après il a un character design, on dirait Freezer. Je crois que genre Adamai adulte, c'est littéralement Freezer. La fratrie des oubliés, qui sera sa nouvelle famille d'adoption. Une absence qui va durer 2 ans, et durant lesquelles il aura un énorme changement physique et mental, totalement à l'opposé du petit Adamai joyeux qu'on avait l'habitude de connaître. Et là, on va rentrer plus en profondeur dans... Oh 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 oh. Sashiburi da na, Hugo. Koko made mate wa. C'est vraiment la voix de Freezer. Dans l'objectif de la fratrie. A commencer par dévoiler la véritable identité du chef. Il ne s'agit pas de Dame Echo, mais un des clones que Hugo a créé lorsqu'il a utilisé les Sidophus Héliatropes. Il s'appelle Oropo, et il a pour ambition de mettre fin au règne des 12 dieux, en disant qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur création. Quand tout semblait paisible pour eux, soudain, Evangeline et Flopin sont enlevés par Adamai, et le reste de la confrérie du tofu tombe dans une bulle temporelle créée par Oropo. La confrérie entre dans la tour d'Oropo, dans laquelle ils doivent y parcourir 12 étages, chaque étage étant gardé par un demi-dieu. Ils devront donc affronter tous les demi-dieux pour arriver au sommet de la tour. Pendant ce temps, Evangeline est sur le point d'accoucher de son 3e enfant, et Flopin et Dameko sont forcés de s'entraider pour l'aider à faire naître l'enfant. Oropo est le dernier clone alter ego qui a été créé, des alter ego qui se sont nommés Héliotropes, et non pas Héliatropes. Ah! Et ils veulent anéantir Hugo qui, d'après eux, a complètement abandonné son peuple. Ces derniers n'ont pas hérité de l'immortalité de leur créateur, et finissent par mourir en transférant leur force vitale aux autres. Oropo est dans le même cas, et se sait proche de la mort. Tout cela explique pourquoi Adamai est devenu un ennemi de Hugo. Attends. Bon, Evangeline a accouché. Replay. Pour l'aider à faire naître l'enfant. Oropo est le dernier clone alter ego qui a été créé, des alter ego qui se sont nommés Héliotropes, et non pas Héliatropes. Et ils veulent anéantir Hugo qui, d'après eux, a complètement abandonné son peuple. Et c'est quoi, eux ils ont voyagé à travers le temps, c'est ça? Ces derniers n'ont pas hérité de l'immortalité de leur créateur, et finissent par mourir en transférant leur force vitale aux autres. Oropo est dans le même cas, et se sait proche de la mort. Tout cela explique pourquoi Adamai est devenu un ennemi de Hugo, disant qu'il ne l'a pas écouté quand il l'a prévenu des immenses risques encourus en utilisant les Dofus. Ils arrivent finalement à être réunis au sommet de la tour, et soudain, Hugo voit Amalia embrasser Oropo, car elle perçoit Hugo à travers lui, étant donné que c'est une autre version de lui-même. Hugo affronte Adamai car il refuse qu'Oropo remplace les dieux, tandis que Dameko est blessée par le baiser entre Amalia et Oropo, dont elle était éperdument amoureuse. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Et cela l'amène à le trahir et révéler le plan d'Oropo. L'ambition d'Oropo de mettre fin aux 12 dieux se réaliserait à l'aide d'une bombe qui exploserait complètement l'Inglorium pour couper les dieux de leurs fidèles définitivement. Parce que le seul moyen de tuer un dieu est de lui supprimer tous ses fidèles. Les 12 demi-dieux qui étaient présents dans les tours sont en fait ceux qu'Oropo avait choisis pour remplacer les dieux actuels. Adamai finit par comprendre qu'Oropo lui a menti sur son plan et souhaite récupérer les Dofus pour empêcher la catastrophe. Mais il va changer combien de fois de camp? Oropo l'en empêche et il fusionne ensuite avec Hugo contre son gré, devenant un être surpuissant. Il a fusionné avec Hugo? Il nous apprend que c'est lui qui a donné l'Héliacube à Nox et qu'il a manipulé Datura, la bien-aimée d'Ogrest, afin que cela provoque le chaos d'Ogrest. Et toutes les morts causées sont à cause d'Oropo, l'alter ego de Hugo. Ouais, je sais quoi, c'est Eren Yeager le frère, c'est l'antagoniste depuis le début. On a la mise en place d'une boucle temporelle faisant en sorte que Hugo soit à l'origine d'un tel cataclysme. Oropo est dans une forme invincible et personne ne peut le battre.
Les demi-dieux réunis n'ont aucune chance. Yugo est coincé dans l'esprit d'Oropo et il se bat contre Nox et Killby pour qu'il puisse finalement s'échapper de l'esprit d'Oropo. Il rejette la faute sur Yugo et toutes les morts causées deviennent un immense fardeau dont il doit assumer la responsabilité. La fratrie s'allie à la confrérie contre Oropo, et c'est grâce à Dame Echo et son idée ingénieuse qu'ils vont tous être envoyés dans l'Inglorium de force, empêchant Oropo de détruire l'Inglorium, car cela mettrait fin aux dieux, mais aussi à ceux qui étaient censés les remplacer. Finalement, Oropo n'aura plus qu'à attendre sa mort, avec l'explosion de la dimension, et ces quelques secondes restantes lui ont permis d'avoir le recul nécessaire sur la situation, et il finira par comprendre que même s'il avait les souvenirs de Yugo avant sa naissance, le plus important, c'est ce qu'il a réussi à bâtir tout au long de sa vie, les liens qu'il a créés avec les membres de la fratrie, et son amour pour Dame Echo. La dimension prend fin par l'explosion, en même temps que leur dernier baiser. Le pire, c'est qu'après, il y a une saison 4. Tu veux raconter quoi après ça? La fratrie et la confrérie du tofu ont atterri sur l'Inglorium, le domaine sacré des dieux. Et il est temps de se rappeler tout ce qui s'est passé, que cela date d'il y a des millénaires et que tout semble prendre fin maintenant. Lorsqu'on suivait les aventures de Yugo et ses amis, on ne se doutait à aucun moment de tout ce qui allait se passer dans le monde entier. Et La saison 4, c'est la meilleure. Mais c'est normal, c'est Malek qui est derrière le board et l'animation. Et c'est très stylé visuellement. Par contre, il faudrait peut-être que je me tape tous les épisodes du coup. même dans le Cosmos, c'est la fin de l'ère du Wakfu, une ère où Yugo a vécu toutes les joies, les souffrances, les tristesses, des millénaires auparavant, et où cette dernière larme qui coule sur son visage va se transformer en sourire, car il est auprès de ceux qu'il aime. Et c'est la venue de l'ère du Waven, avec un monde des 12 ravagé par une guerre interstellaire, et de l'eau qui avait déjà englouti de nombreux territoires et qui continue de submerger petit à petit le monde. De nombreuses régions que l'on a connues sont détruites, les habitants du monde des 12 n'ont plus assez de place pour vivre, et doivent se réfugier sur des havres-îles, des refuges offerts par leurs dieux. Mais pour comprendre comment tout cela s'est passé, il nous manque une partie de l'histoire. Le périple de Yugo et ses amis s'est arrêté sur un Inglorium qui semble complètement en ruine, mais pour le moment, aucune réponse à cette mystérieuse question. Et c'est dans la saison 4 que l'on va tout comprendre. La vidéo est cool, hein. Moi j'aime bien la narration de Mush. Elle est vraiment cool la vidéo. Pour autant... Et ça n'a rien à voir avec Mush. Mais je savais pas qu'ils avaient poussé le délire de Wakfu jusqu'à aussi loin. Et je sais que peut-être qu'avec le replay sur YouTube, il y a des fans qui vont venir ah, putain Henri, tu fais aucun effort, t'essaies pas de comprendre, tu fais pause toutes les 2 secondes, tu lis le chat, etc. J'ai l'habitude avec vous, hein, ceux qui écrivent ça. Les gars, déjà c'est un live Twitch, j'interagis avec le chat si je veux. Et ensuite, de deux, vous m'accorderez que l'histoire est un peu tirée par les cheveux. J'adore Wakfu, j'adore Dofus. Autant l'histoire est vraiment tirée par les cheveux. Il raconte rien sur la saison 4. Je pense que la vidéo est sortie avant la sortie de la saison 4. Ouais, c'est sa sortie en 2 février 2024. Et je crois que la saison 4, elle est sortie un peu après. Et vas-y, que lui, il vient du passé, qu'il y en a un autre qui est coincé dans une dimension. Ah, mais en fait, il y a un ogre qui pleure parce qu'il s'est pris un râteau. Mais aussi, attends, si jamais il y a des dragons qui apparaissent et que les 6 Dofus sont réunis, ça fait apparaître des clones qui retournent dans le passé, qui meurent et qui décident de se venger. Et après, qu'il y a un Xelor qui disait c'est bon. C'est quoi ce bordel? Ils peuvent pas aller juste taper au Grest. Genre en mode ouais, il a chialé sur le monde, il a englouti tout, viens on va le buter. Moi quand j'étais petit j'ai cru que c'était ça, j'ai cru que le méchant ultime c'était Ogrest. Mais il s'est pas pris un râteau. Bah je te jure que le lore original de base c'était qu'il s'était pris un râteau. Je te jure que quand j'étais petit et qu'ils ont introduit Ogrest, ils avaient dit ouais il a essayé de réunir 6 œufs pour sa bien-aimée et il a eu une terrible désillusion. Alors c'est une terrible désillusion que la disparition de comment elle s'appelle, bon la fille quoi, mais je te jure que quand ils l'ont créé le personnage il s'était juste pris un râteau.